La médecine traditionnelle chinoise est très vaste et profonde, liée aux autres dimensions. Par exemple, les méridiens sont invisibles, mais bien réels. On ne peut pas les voir, mais on peut les sentir. L'école taoïste considère le corps humain comme un petit univers. Cet univers est aussi grand que l'univers extérieur. L'équilibre de cet univers est au cœur de la médecine chinoise. L'équilibre entre yin et yang, entre les 5 éléments et les 5 organes. L'équilibre entre l'homme et l'espace-temps. Selon la médecine chinoise, le déséquilibre entraîne la maladie. Retrouver l'équilibre est la clé de la guérison. Aujourd'hui, nous allons découvrir la médecine chinoise avec Patrick Le Drapier, président de l'association Médecine chinoise France. Bonjour Patrick. Bonjour Yves. Et tout d'abord, vous avez écrit une dizaine de livres concernant la médecine chinoise et aussi... Sur la médecine chinoise, et puis je suis l'auteur des dossiers Les secrets de la médecine chinoise qui ont été publiés pendant... Il y a eu 72 numéros mensuels, donc pendant 6 ans, publiés par Santé, Nature, Innovation, où tous les mois je présentais une pathologie, vue et traitée par la médecine occidentale, et également vue et traitée par la médecine chinoise, de manière à ce que le lecteur puisse bien d'abord comprendre ce dont on parlait, la pathologie en question, et savoir comment on pouvait utiliser éventuellement la médecine occidentale et la médecine chinoise. Donc vous avez travaillé sur ce sujet, vous avez étudié la médecine chinoise. Bien sûr, oui, j'ai pendant 20 ans. Un peu plus maintenant, oui, parce qu'on n'arrête jamais en fait, on découvre tous les jours. Donc selon vous, c'est quoi la différence fondamentale entre la médecine chinoise et occidentale? Alors écoutez, pour vous répondre, je vais vous citer un fait simplement. Selon les médecins occidentaux, donc selon les médecins généralistes eux-mêmes, lorsqu'ils reçoivent un patient, ils l'écoutent entre 23 et 85 secondes. Et ils savent exactement ce qu'ils doivent prescrire comme médicament. Ça, en médecine chinoise, c'est absolument impossible. Lorsqu'un patient vient vous voir parce qu'il souffre, parce qu'il est malade, il faut d'abord découvrir la personnalité du patient, quelle est son histoire, la manière dont il vit les troubles physiologiques, etc. Et afin de pouvoir faire un diagnostic, ce qu'on appelle un diagnostic en médecine chinoise différentiel, et d'élaborer un principe de traitement. Et ça, vraiment, pour les thérapeutes très expérimentés, ça prend au minimum 2 heures. Donc vous avez 23 secondes d'un côté, qu'on consacre à un patient malade, et puis au minimum 2 heures de l'autre. Ça, c'est ce qui différencie. La différence. Donc, l'autre, c'est un objet, l'autre, c'est un homme. On s'intéresse, voilà. On ne sait même pas si c'est un objet, parce que c'est quand même très étrange, quoi, d'a priori savoir avant que le patient arrive, ou même quand il arrive, qu'il s'assied, savoir ce qu'il a, ce qu'on va lui prescrire. Alors après, il y a 10 000 autres facteurs qui interviennent, qui différencient ces deux médecines. Par exemple, en médecine occidentale, on va prescrire à quoi que ce soit que vous soyez, qui que ce soit que vous soyez, jeune, âgé, très âgé, un homme, une femme, amoureux, pas amoureux, déprimé, pas déprimé, obèse, pas obèse, etc. Si vous avez la grippe, on va vous donner, dans le monde entier, qui a recours à la médecine occidentale, on vous donnera les mêmes médicaments. Par exemple, des antidouleurs, des antibiotiques s'il y a une infection bactérienne qui s'ajoute, et puis éventuellement des bronchodilatateurs si vos poumons sont encombrés. Et ça, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, etc. Alors naturellement, ces médicaments, par exemple, vont vous soulager la douleur, si vous avez une douleur musculaire, ça va aller passer, etc. Vous faire baisser la fièvre, vous dégager un peu les poumons, mais en aucun cas, ça ne soignera la grippe. C'est-à-dire que par an, tous les ans, vous avez, en France, par exemple, avant 2020, vous aviez plusieurs milliers de personnes qui mouraient de la grippe en ayant pris ces médicaments. Mais ils n'avaient plus de douleur, ils n'avaient plus de fièvre, etc. En médecine chinoise, c'est impossible, ça, on ne peut pas concevoir ça. C'est-à-dire qu'on s'adresse, la médecine chinoise a été élaborée scientifiquement pour s'adresser à un seul individu. C'est-à-dire que même en cas de grippe, ce qu'on appelle la grippe, vous n'aurez pas nécessairement les mêmes recommandations thérapeutiques que votre voisin, que votre frère, que votre sœur, etc. Et souvent les Chinois, on dit la médecine occidentale traite les symptômes.
Mais la médecine chinoise traite, comment dire, la cause de la maladie et la racine. Absolument, c'est très bien. La racine, les branches, etc. C'est absolument ça. C'est-à-dire que mais ça vient en fait de l'industrie pharmaceutique occidentale, qui est une industrie chimique, issue d'ailleurs pour l'histoire de l'industrie du colorant. C'est étrange, n'est-ce pas? C'est vraiment les chimistes qui faisaient du colorant se sont mis à la fin du 19e siècle à faire des médicaments. Et donc on arrive effectivement, vous avez une douleur, vous avez ce qu'on appelle la grippe, pour reprendre l'exemple de la grippe, puisqu'on approche de l'hiver, etc. Vous avez une douleur musculaire, un peu de fièvre, etc. Vous êtes enrhumé, vous avez le nez un peu bouché. On va pouvoir faire passer ce que vous appelez ces symptômes, ces signes pathologiques, avec un bronchodilatateur, avec un antidouleur, etc. Mais en aucun cas on vous soigne la grippe. Et puis vous allez l'attraper à nouveau, etc. Et vous pouvez même en mourir, puisqu'il y a, dans le monde, selon l'OMS, il y avait quand même entre 290 000 et 600 000 personnes qui mouraient de la grippe avant 2020. Donc c'est pas un petit phénomène, si vous voulez. En médecine chinoise, c'est pas du tout comme ça qu'on va opérer. On va essayer de savoir quel est votre état énergétique, c'est-à-dire quels sont les rapports dans votre corps entre deux notions fondamentales qui s'appellent le yin et le yang, qui sont une déclinaison d'une notion encore plus fondamentale, qui est celle du qi. Et on va essayer de percevoir, de comprendre où se situent les déséquilibres entre ce yin et ce yang dans ce corps. Alors il faudrait expliquer ce que tout ça recouvre, de manière à pouvoir rétablir les équilibres, à vous renforcer. On dirait, comment dirais-je, en physiologie occidentale, on dirait renforcer votre système immunitaire. Hein, voilà, donc c'est la meilleure image. Donc on va essayer de savoir. Et ces déséquilibres ne seront pas les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire vous pouvez très bien avoir un déséquilibre dans du yin-yang des reins, par exemple, qui va provoquer des symptômes douleurs articulaires, douleurs musculaires, éventuellement apparition de fièvre. Et puis chez une autre personne, ça sera un déséquilibre du qi du foie, qui provoquera également les mêmes symptômes. Mais on ne les soignera pas donc de la même manière. Ok. Et par exemple, tout à l'heure, vous parlez justement d'équilibre de yin et yang. C'est comment dire, on peut dire, c'est aussi la différence entre la médecine chinoise et occidentale. Bien sûr, parce qu'on a une vision beaucoup plus large que juste quel virus, quelle maladie lui-même. C'est-à-dire que la médecine chinoise, on pourrait dire que la médecine chinoise est issue de la compréhension qu'ont eue vos ancêtres, les Han, entre 1000 ans avant Jésus-Christ et 3 siècles avant Jésus-Christ, de ce qu'est la vie et de ce qu'est surtout l'état de bonne santé. Et puis surtout, et tout ça a été intégré dans la vision qu'ils ont eue, les premiers scientifiques, on peut parler de science, chinois, de ce qu'est l'univers, comment ils ont compris l'univers. Et ça se résume à la notion de qi. Alors, expliquer le qi, vous pouvez prendre plusieurs traités pour expliquer le qi, il y a de nombreux livres. Mais pour résumer, ils ont compris que dans l'univers, tout était une question de transformation entre la matière et l'énergie. Matière et énergie étant indissociables. Et que tout ce qui composait l'univers, les formes, les matières, les phénomènes, étaient issus d'une transformation de la matière et de l'énergie. Alors, quand on dit tout ce qui se passe dans l'univers, c'est également tout ce qui se passe sur la Terre. Et puis, ils ont rapporté ça au corps humain. Et ils ont compris que tout ce qui se passait dans notre corps humain, c'est une relation avec l'aspect matériel, nos organes, nos muscles, nos cheveux, et l'aspect énergétique qui met en mouvement l'ensemble. Et le qi universel, à notre corps, c'est notre univers. C'est-à-dire comment notre corps assure des fonctions de transformation en permanence. Par exemple, transformer les aliments que nous ingérons pour les transformer en substances nutritives qui vont être utilisées pour produire des énergies, pour produire le fameux yin, le fameux yang, le qi, etc. Et surtout pour permettre à vos organes, à vos entrailles, à vos substances corporelles, pour qu'elles vous permettent, pour que l'ensemble vous permette d'assurer votre vie quotidienne en étant en forme et en bonne santé. Et lorsqu'il y a un déséquilibre dans ces rapports yin-yang, qu'il soit un déséquilibre général ou un déséquilibre dans un organe, une entraille, dans une substance corporelle, la maladie va apparaître. Et c'est uniquement en rétablissant, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, d'ailleurs est très juste, en rétablissant les équilibres là où c'est déséquilibré dans le corps, qu'on va permettre la maladie.
Et pour ça, on a des techniques thérapeutiques que vous connaissez, que tous les Chinois connaissent, le Qigong, la diététique, l'acupuncture, le Tuina, et puis naturellement la très riche pharmacopée chinoise. Alors puisqu'on parle de ces techniques thérapeutiques, on pourrait dire également que quel que soit le désordre qui intervient, quelle que soit la maladie qui va apparaître dans votre corps, chez vous, quelles que soient les causes d'une maladie qui apparaissent, il y aura toujours, l'alimentation sera toujours impliquée. D'où l'extrême importance de la diététique. En fait, une autre distinction, une autre différence importante entre la médecine occidentale et la médecine chinoise, c'est qu'en médecine chinoise, on met l'homme, l'individu, au cœur de la médecine, au cœur des soins. Et en médecine occidentale, on met le médicament. On met la maladie et le médicament. Et ça, ça fait également une grande différence. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui différencient ces deux médecines. Et je terminerai sur ce point, à moins que vous me posiez d'autres questions, en disant qu'elles ne sont pas, comment dirais-je, associables. Hein, il est illusoire de penser qu'on pourrait faire une sorte de patchwork entre la médecine chinoise et la médecine occidentale pour avoir une meilleure médecine universelle. Non. La médecine chinoise est une médecine extrêmement savante, qui repose sur des textes qui ont été écrits pendant plus de 2000 ans, dont les premiers qu'on a retrouvés, qui sont datés, parce qu'on a daté les supports, si vous voulez, les supports matériels des textes, datent entre 3 et 2 siècles avant Jésus-Christ. Et aussi, ça me fait penser, parce que comme les méridiens et les points acupuncture, ils sont invisibles. En tout cas, dans ce sens-là, la médecine chinoise est très avancée parce qu'il touche dans des domaines intangibles. C'est hallucinant parce que ce qu'on appelait le qi et ce que vous appelez les méridiens, alors il faut peut-être expliquer ce que sont les méridiens. Vous avez dans le corps la circulation sanguine. Alors on sait que le sang c'est une substance, mais également en médecine chinoise une énergie qui circule dans les veines, dans les artères, dans les capillaires, etc. Eh bien, vous avez la même chose, et ça les Chinois qui sont intéressés à la physiologie humaine et à la médecine l'ont découvert très très tôt. C'est-à-dire, même avant que soit constituée comme discipline scientifique la médecine chinoise, ils ont découvert que le qi circulait dans ce qu'on appelle les méridiens, qui sont des parcours invisibles, qui ne sont pas des veines ou des artères ou des capillaires, mais qui ont quasiment la même structure, comment dirais-je, architecture. C'est-à-dire vous avez des grands méridiens, des petits méridiens, des extrêmement petits méridiens, dans lesquels circule ce qu'on appelle le qi. Alors, il faut dire que le qi, c'est protéiforme, ça représente beaucoup de choses. Ça représente beaucoup de choses dans l'univers, et ça représente beaucoup de choses dans votre corps. Donc, et cette existence-là, elle est non pas inconnue par les Occidentaux, elle est niée. C'est un peu comme si les experts chinois en médecine chinoise niaient l'existence du sang, des artères, des veines, etc. Or, il est évident, et on le sait pour différentes raisons, que c'est incontestable l'existence de ces méridiens, de leurs trajets, qui sont connus, qui sont très bien connus, et des points d'acupuncture qui permettent d'intervenir justement à tel niveau du méridien pour dynamiser, pour diffuser, pour disperser ou pour harmoniser le qi à ce point-là ou dans un organe entrailles, sont très bien répertoriés. Donc leur résistance est incontestable, et je pourrais vous le dire de manière à ce qu'on le comprenne plus facilement. On peut vous mettre, si vous avez un problème cardiaque ou pulmonaire, sous cœur et poumon artificiel. C'est-à-dire toutes les fonctions que la médecine occidentale a comprises, qui sont attachées au cœur et au poumon, eh bien on sait les reproduire grâce à des machines. Donc en cas d'une intervention chirurgicale importante, on peut sans problème vous mettre sous cœur, respiration artificielle, c'est-à-dire on déconnecte votre cœur et vos poumons de votre corps en fait. Et puis après on les reconnecte et vous... Bon, on a voulu faire la même chose avec le foie. C'est-à-dire toutes les fonctions connues par la médecine occidentale du foie, on a voulu les reproduire par une machine, et à chaque fois qu'on a essayé donc de brancher des animaux, puisqu'on teste d'abord sur des animaux, de les mettre sous foie artificiel, les animaux sont morts. Ça veut dire qu'il y a une fonction qui est inconnue au foie par la médecine occidentale. Et cette fonction, c'est le qi. Parce que le foie, en médecine occidentale, a la principale fonction d'assurer la libre circulation du qi dans le corps. Et si vous si vous mettez sous machine artificielle le foie sans inclure le qi, puisqu'ils ne connaissent pas, puisqu'ils en nient l'existence, eh bien vous mourrez. Hein, le qi, si vous voulez, dans le corps, c'est tout aussi vital que le sang. Hein, c'est-à-dire si vous avez un problème, si vous manque du sang, bah, vous risquez de mourir. Bah, dites-vous bien également, alors, si vous manque du qi, vous risquez de mourir. Ce qi, c'est quoi? C'est le souffle? Alors, c'est protéiforme, c'est-à-dire le qi, encore une fois,
il faut se remémorer la définition qu'on a de l'univers. C'est le chi, c'est les transformations perpétuelles entre la matière, les mouvements de transformation entre la matière et l'énergie dans l'univers. Ce qui va donner les planètes, ce qui va donner les éclairs, les phénomènes, les choses, les êtres, la roche, la pierre, les êtres humains, les femmes, les hommes, etc. Et dans le corps, c'est ce qui va permettre, le chi, c'est ce qui va permettre tous ces phénomènes de transformation, puisque tout se transforme en permanence dans notre corps. Ne serait-ce que par l'air qu'on respire, par les aliments qu'on ingère, tout ça, ce sont des milliards de transformations qui se passent continuellement. Ça, c'est le chi qui le permet. Mais il permet également, si vous voulez, à l'ensemble de nos organes, de nos entrailles, d'assurer leur fonction. Si on appelle ça un vide de chi, on va avoir par exemple un vieillard qui est en fin de vie, qui est très fatigué, etc. On dit qu'il est en vide de chi, par exemple. Il y a d'autres caractéristiques qu'on peut utiliser, mais parlons de ce chi. Donc, si vous êtes donc ce chi qui est votre univers personnel, qui vous permet d'exister comme individu, qui permet à vos organes, vos entrailles, chaque organe, chaque entraille, chaque substance corporelle d'assurer ses fonctions, mais également d'être en relation avec les autres organes, les autres entrailles. Vous l'avez dit tout à l'heure, tout est en relation dans notre corps, absolument tout. Et ce qui assure ces relations, c'est essentiellement le chi. Et tout ce qui se passe dans notre corps, c'est une interrelation incessante entre le yin et le yang pour assurer les transformations nécessaires entre la matière et l'énergie pour que nous puissions vivre en bonne santé et en forme. Est-ce que j'ai bien résumé? Très bien. Donc, c'est-à-dire, en fait, vous, depuis 20 ans, plus de 20 ans que vous êtes justement dans la médecine chinoise, vous avez bien senti justement cette connexion entre nous, individus, et l'univers. Ah, bien sûr, oui. Ça, c'est indispensable. Mais alors, si vous voulez, il est indiscutable que chaque être humain, qui que nous soyons, est sous influence de son environnement. Et son environnement au sens large, ça peut être simplement les objets qui vous entourent, ça peut être les personnes qui vous entourent, le climat, etc. Mais également l'univers. Si vous voulez, les forces cosmiques, elles sont les forces fondamentales, on les subit comme toute chose dans l'univers, si vous voulez. Que ce soit l'électromagnétisme, etc. Bien sûr, oui. Et comme tout à l'heure, vous dites justement, la médecine chinoise s'oriente vers le corps, la vie et l'univers. Mais la médecine occidentale, plutôt focalisée sur les médicaments chimiques. Oui, médicaments chimiques et sur, on peut dire, sur des éléments matériels, sur la chimie, voilà, essentiellement. Superficiels, en fait. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. En fait, et ça, c'est lié à l'histoire de ces deux médecines qui ne sont pas comparables. Par exemple, Descartes avait parlé de l'homme-machine. Il avait une vision de l'être humain comme une vision mécaniste. C'est comme sans l'esprit, quoi. Voilà, c'est-à-dire que, maintenant on pourrait dire comme une automobile, voilà, le corps a un cœur, deux fois, tout ça, c'est comment dirais-je, c'est des machines qui sont dans une plus grosse machine qui permettent à la machine de fonctionner, si vous voulez. Et donc, si une machine ne fonctionne pas bien, on la change. Si un tuyau ne fonctionne pas bien, on le change. Donc, il n'y a pas du tout de vision. C'est d'ailleurs, on le retrouve. Alors, sacré ou non, mais en tous les cas, il y a une séparation totale, après c'est repris par le christianisme, même avant d'ailleurs, entre le corps et l'esprit. Pour Descartes, pour la vision de l'homme-machine, en fait l'esprit n'a aucune espèce d'importance. Pas plus que l'esprit aurait de l'importance pour qu'un véhicule fonctionne, si vous voulez. On ne s'inquiète pas de savoir si votre voiture a un trouble du chi ou ce qu'elle pense, etc. Parce qu'elle n'a pas d'esprit, a priori. Donc ils ont calqué cette vision mécaniste, c'est-à-dire l'homme est avant tout une machine avec des organes, des entrailles, etc. Mais l'esprit, non, ça appartient à Dieu. Vous voyez? Donc il y a vraiment une séparation corps-esprit. Ce qui n'a jamais été le cas en médecine chinoise. La médecine chinoise n'a jamais séparé, depuis les textes les plus anciens qu'on peut lire, le corps et l'esprit. L'être humain, c'est un tout entre son corps et son esprit qui sont éternellement en relation. Et à travers ces relations, yin-yang. Ok. Et du coup, dans ce sens-là, est-ce que vous pouvez expliquer un peu à nos publics, c'est-à-dire principalement la cause des maladies? Oui. Selon la médecine chinoise. Alors, pour la médecine chinoise... Comme l'esprit tout à l'heure, par exemple. L'esprit ou des émotions peut aussi causer des maladies. Alors, sans rentrer dans le détail, parce qu'on rentre vraiment dans un domaine très complexe. Vous avez en médecine chinoise les émotions
les esprits viscéraux qui sont, émotions et esprits viscéraux qui sont attachés à des organes des entrailles. Hein, donc c'est toujours ce lien qu'il y a entre l'esprit et le corps. C'est indissociable. Si vous coupez l'esprit du corps, vous mourrez, et si vous coupez le corps de l'esprit, vous mourrez également. Ce que je veux dire, c'est qu'il est évident qu'il n'y a pas d'existence physique sans existence spirituelle et intellectuelle, et divine, si vous voulez, puisqu'on est relié effectivement à notre univers, et il n'y a pas, comment dirais-je, de soins possibles si on n'intègre pas ces notions. Voilà. Alors, la cause des maladies dans les textes anciens, quand je parle des textes anciens, on peut parler du Anglin Edging, on peut parler du Lingsu du Suwen, qui sont les deux textes qui composent ce livre. On avait la principale cause des maladies, c'était les excès de sexualité. Bon, ça a totalement disparu. On considère maintenant que les principales causes des maladies en médecine chinoise, c'est les deux principales, c'est l'alimentation, c'est-à-dire la mauvaise alimentation, qui va favoriser un déséquilibre entre le yin et le yang, trop de yin dans le corps ou trop de yang, etc. Et puis le stress. Alors dans ce stress, on met tous les phénomènes psychiques, les émotions dont vous parliez, les esprits viscéraux, etc., qui influent, qui vont avoir une extrême importance sur les organes et les entrailles, donc qui vont en fait favoriser la fonction des organes et des entrailles, par exemple la fonction du foie ou du cœur, ou les défavoriser. Et après, on a une cascade d'événements qui fait que vous allez tomber gravement malade, plus ou moins gravement malade, et puis qu'une maladie comme le diabète, par exemple, va se chroniciser. Alors, c'est un néologisme, parce que le verbe n'existe pas, mais on peut parler de chronicisation d'une maladie. Voilà. Mais il y a les deux principales causes, ça reste quand même l'alimentation et le stress. Or, lorsque vous allez voir votre médecin généraliste, il ne vous parle ni de votre alimentation, d'ailleurs il est incompétent, il ne saurait pas quoi vous dire, et dès que vous lui parlez un peu de problèmes psychologiques, il vous recommande d'aller voir un psychologue, si vous voulez. Donc ces deux notions importantes de l'origine des causes des maladies, des grandes causes des maladies, il y en a d'autres, hein, mais des grandes causes des maladies de médecine chinoise, sont totalement exclues de la médecine occidentale. Comme si ça n'existait pas. Comme si quoi que vous mangiez, c'est pas ça qui vous rendrait malade, vous voyez, parce qu'eux, ils ont des petites pilules chimiques qui vont vous permettre de tout rétablir. Et justement, quand on parle de l'équilibre de yin et yang, et déjà, chaque individu a sa propre nature yin et yang. Alors, j'appelle ça la personnalité énergétique. Ok. Et comment, selon vous, comment on peut savoir est-ce que j'ai la nature de yin ou j'ai la nature de yang? Alors, c'est très simple, c'est pas très simple. Il faut savoir que lorsque l'on est, on est très yang. Un bébé, un nourrisson, un nouveau-né est très yang. Il a beaucoup d'énergie. Il est très yin également. Il a beaucoup de liquide, etc. Mais c'est surtout sa nature yang qui va lui permettre justement d'éliminer ses liquides, ses phlegmes, etc. Et puis quand on meurt, on est très yin. Il n'y a plus que du froid. Hein. Un cadavre, il est froid. Voilà. Donc de toute façon, on va passer d'une phase à une autre. En sachant que lorsqu'on est très jeune, lorsqu'on est nourrisson, on est très yang, mais on est également yin. Hein, c'est-à-dire que la dissociation en médecine chinoise du yin et du yang, c'est la mort. Donc tant qu'on est vivant, on est à la fois yin et yang. Mais une personnalité énergétique, ça veut dire que votre corps, votre physiologie interne, va faire qu'en fonction de ce que vous mangez, en fonction de la manière dont vous gérez vos émotions, vos troubles émotionnels, les contrariétés, les humiliations, le stress, etc., votre corps va produire plus de yin ou plus de yang. Et s'il produit plus de yin, il développera des pathologies, ce qu'on appelle de type yin, donc il faudra les traiter comme étant ces pathologies. Et s'il est de type yang, une personnalité énergétique de type yang, il développera des pathologies de type yang. Donc on devra les traiter en tant que telles, en tant que pathologie de type yang. Alors, ce qui caractérise le yin en médecine chinoise, c'est le yin, si vous voulez, dans l'univers, c'est donc la masse. Le froid, il y a plein de choses qui caractérisent le yin et le yang. Et par exemple, les oppositions, c'est le yang, c'est la chaleur, le yin, c'est le froid, le yang, c'est l'énergie, le yin, c'est la masse, c'est la structure, le yang, c'est l'esprit, le yin, dans le corps, ça va être les tissus musculaires, par exemple, etc. Donc, si vous avez une personnalité énergétique de type yin, généralement, vous avez beaucoup d'embonpoint, vous êtes plutôt apathique, vous avez tendance à développer des pathologies chroniques qu'on ne traite pas, vous n'aimez pas vous mettre en avant dans les groupes, par exemple. Souvent avoir froid.
Alors le froid, oui, bien sûr. Et vous, voilà, alors, oui, alors ça c'est une caractéristique, par exemple, du vide de yang des reins. Vous voyez, parce que voilà. Et si vous êtes une personnalité très yang, très yang, vous êtes ce qu'on appelle un individu sanguin. Hein, c'est toujours très chaud, c'est ça? Alors, sanguin, c'est très réactif, on peut même parler de violence, accès de violence, accès de colère, etc. etc. Et tout ça, cet ensemble-là, alors, si on s'en tient au cadre général, c'est comme ça, mais dans le corps, cet aspect-là, si vous voulez, ces grands déséquilibres-là vont se répercuter sur le foie, l'organe du foie, qui a dans le corps une fonction essentielle pour la médecine chinoise. C'est, je l'ai déjà dit tout à l'heure, la libre circulation du qi, mais également la libre circulation du sang. Et si votre foie est noué parce que vous avez une contrariété qui fait qu'il est oppressé, parce qu'il y a trop de yin, ou il y a trop d'énergie yang, etc., ça va déclencher des mouvements du qi et du sang qui vont eux-mêmes être à l'origine de maladies. C'est-à-dire soit votre sang va ne plus circuler suffisamment vite, par exemple, ou ne va plus aller suffisamment à tel ou tel organe, au cœur, aux poumons, etc. Soit votre qi va lui-même également, il accompagne souvent le sang, va bloquer un organe comme l'estomac, une entraille comme l'estomac, par exemple. Ok, c'est-à-dire, on dit déséquilibre pour entraîner entre le yin et le yang. C'est ça. Donc, c'est-à-dire pour, à la base, une personne de nature yin ou énergétique, et du coup, il doit quand même rattraper. Voilà, compenser. Par l'aliment. Par les aliments et par les émotions. C'est-à-dire, il faut avoir par les aliments, c'est-à-dire une personnalité énergétique de type yin. Alors, je répète qu'on va tous passer dans notre existence à plutôt yang, à plutôt yin. Après, il y a plutôt, c'est-à-dire il y a yin plus, yang plus, etc. Et donc, plus notre personnalité, c'est comme la personnalité psychologique, si vous voulez, elle se transforme au cours du temps. Vous n'avez pas la même personnalité à 6 ans, lors de la préadolescence, lors de l'adolescence, quand vous êtes jeune adulte et vieillard, vous voyez. Bon, c'est pareil pour la personnalité énergétique, c'est-à-dire cette capacité du corps à produire du yin ou du yang. Donc si vous avez une personnalité énergétique de type yin, et plus on vieillit, plus on l'a, il va falloir compenser grâce à des aliments qui ont en eux les énergies yang. Puisque chaque aliment, de même que dans nous-mêmes, l'individu a une personnalité énergétique de type yin ou yang, chaque aliment, ça a été classé par les Chinois il y a très très longtemps, il y a plusieurs millénaires, a une personnalité énergétique de type yin ou yang. On appelle la nature d'un aliment. Elle est soit yin, soit yang. Et donc, si vous ingérez un aliment de nature yin, votre corps va produire prioritairement du yin. Donc, il va renforcer vos tissus, renforcer, par exemple, l'aspect musculaire de votre cœur, etc. Et si vous mangez un aliment de nature yang, a priori, il va renforcer vos énergies dans le corps de nature yang. Alors, ce sont des généralités, hein, nous sommes dans ce cadre-là. Justement, comme les aliments ont aussi des natures de yin et yang. Ils n'ont pas que ça, ils ont aussi des saveurs, mais voilà. Oui. Et est-ce que vous pouvez peut-être donner certains exemples? Quel type d'aliments sont de nature yin, certains sont de nature yang? Alors, on va parler des aliments de nature yang, parce que j'ai publié un livre où j'en présente 179. Mais là, parlons des aliments qui sont de nature très très yang, c'est-à-dire le piment, le poivre, etc. Voilà. Ça, si vous prenez la cannelle, le clou de girofle, etc. Donc, ces aliments sont de nature très yang. Alors, si, par exemple, un exemple concret, si vous consommez trop de piment ou de poivre dans votre alimentation, ce qui est souvent le cas en Asie d'ailleurs, eh bien, vous allez assécher ce qu'on appelle les liquides organiques dans le corps, c'est la circulation du sang, mais vous avez d'autres liquides qui circulent dans le corps. On appelle ça les liquides organiques. Eh bien, vous allez les assécher, et l'effet de cet assèchement produit des calculs dans la vésicule biliaire. Vous voyez ? Donc on peut jouer des calculs dans la vésicule biliaire. Tout de suite, on va s'intéresser à l'alimentation de la personne qui en souffre, parce que la vésicule biliaire est un organe, à la fois un organe et une entraille en médecine chinoise, et on va pouvoir modifier ça. Après, il y a modifier l'alimentation de manière à ce qu'il n'y ait plus d'épuisement des liquides organiques et que le yin ne se concentre pas en produisant des calculs, ça peut être dans les reins d'ailleurs, hein, mais dans la vésicule biliaire, mais il va falloir après traiter, se débarrasser de ces calculs. Donc c'est un exemple précis. Un aliment très très yin, c'est-à-dire très très froid. Hein. Là on va parler de l'aspect yin en termes énergétiques.
très très froid, c'est la pastèque par exemple. La pastèque, il n'y a pas d'un aliment plus yin et plus froid en diététique chinoise. C'est-à-dire que l'hiver, les saisons en médecine chinoise sont chargées d'énergie. C'est-à-dire qu'elles favorisent soit le yin, soit le yang. L'été favorisant le yang avec la chaleur et l'hiver favorisant le yin, si vous voulez. Bien, en hiver, en été, pour compenser les excès de chaleur, et surtout en cas de canicule, on va consommer beaucoup de pastèques. Parce que ça va tempérer le corps, ça va chasser la chaleur, etc. Et ça va vous permettre de rester en forme et en bonne santé. Ok, très bien. En fait, je vais juste donner un petit astuce parce que ça me rappelle, par exemple, les huîtres. Enfin, c'est bientôt de fin d'année. Je sais que les Français aiment bien manger. Je vous parce confirme. Que ça, je suis très français alors. Parce que ça, c'est la nature yin des huîtres. Et pour les Chinois, quand on mange des huîtres, pour que ça soit équilibré yin et yang, on rajoute du gingembre. Parce que le gingembre, c'est la nature yang. Vous avez diffusé ça dans toute l'Asie, parce que quasiment dans toute l'Asie, on rajoute... voilà. Vous avez compris ce que c'est que la diététique chinoise, si vous voulez. C'est ça la diététique chinoise. On va jouer sur les saveurs, la nature des aliments, pour rééquilibrer en permanence notre yin et notre yang personnel. La médecine chinoise, on parle de déjà 5 éléments, et aussi 5 qi, et 5 organes, et 5 entrailles. 5 saveurs. 5 entrailles. Et 5 couleurs. Oui. C'est ça, hein? Oui, absolument. Ça veut dire ça. Alors, quand on parle de ça, on parle surtout, il faut bien comprendre, on parle de ça, hein, c'est incontestable, etc. Mais il faut bien comprendre que dans l'esprit, on parle des relations qu'entretiennent les choses, les formes et les phénomènes. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'un élément, par exemple du bois, on va parler des relations énergétiques, c'est plus une analogie. C'est-à-dire, pour le bois, par exemple, on l'associe au foie. Et on sait que le foie, c'est un organe qui est très sensible aux énervements, enfin, qui va gérer de la colère. S'il est contrarié, on va avoir des excès de colère. Comme les arbres, comme le bois, les arbres, lorsque du vent souffle, les feuilles bougent. Vous voyez, c'est ce genre d'analogie qui permet de comprendre pourquoi on associe l'arbre au bois, parce qu'on sait que le foie est sensible aux émotions, comme l'arbre est sensible au vent. Déjà, est-ce qu'on peut entrer un peu plus en détail, c'est-à-dire quels sont les 5 éléments, quelle est leur relation avec les 5 organes? Alors, justement, ça nous permet de comprendre, ça nous permet par analogie de mieux comprendre et surtout c'est pédagogique en fait, de mieux assimiler les mouvements énergétiques qui concernent cet organe. On a vu que le foie s'était associé à l'arbre et qu'en fait on avait choisi l'arbre parce que lorsqu'il y a du vent, les branches bougent, etc. Ça perturbe l'arbre, ça peut même le casser. Et bien lorsqu'il y a des perturbations émotionnelles, ça perturbe le foie et ça peut vous tuer. Hein, c'est ça qu'il faut retenir. Ensuite, on a par exemple la rate pancréas, elle est associée à la couleur jaune, à la couleur jaune ou brune de la Terre, si vous voulez. C'est parce que ce qui va permettre à la rate pancréas de bien fonctionner. La rate pancréas a une fonction très importante dans le corps, quasiment aussi importante que le cœur ou que le foie. C'est elle qui va permettre d'extraire de nos aliments toutes les substances qui vont produire toutes les énergies et tous les tissus corporels. Et elle est donc associée au riz, au jaune, c'est-à-dire et à l'automne, parce que c'est là où on récolte les aliments qui vont permettre de nous nourrir, de nourrir la rate pancréas, qui, elle, avec l'estomac, elle travaille en couple avec l'estomac, va extraire de ces aliments ce qu'on appelle toutes les substances qui vont permettre de produire le qi, le sang, le yin, le yang, etc. Si vous voulez. Donc on l'a associé à cette couleur-là, parce que c'est la couleur de l'automne, parce que c'est en automne on récolte les aliments, et qu'il ne faut pas oublier de bien s'alimenter pour que notre rate pancréas produise les substances corporelles qui vont permettre de produire les énergies corporelles et les tissus corporels. Le cœur est associé au feu, et puis à l'été, parce que l'association avec ce que vous appelez les éléments, nous on appelle ça entre nous les mouvements énergétiques, parce que c'est plus une question d'énergie en fait, hein, vous comprenez bien. Donc c'est associé à la fois à un mouvement énergétique, ou un élément, mais également à une saison. Parce que les saisons sont porteuses d'énergie. Quand vous avez froid en hiver, vous voyez bien que ce sont les énergies yin, et puis que si vous ne vous réchauffez pas avec du yang, vous pouvez mourir. C'est aussi bête que ça, si vous voulez. Et en été, donc la couleur du cœur, c'est le rouge, et puis c'est l'été. La saison, c'est l'été. Et puis, et le feu.
Voilà. Ensuite, vous avez le poumon, c'est le métal, qui est associé au métal. Et ensuite, vous avez les reins qui sont associés à l'eau. Voilà. Alors, l'association du métal pour le poumon, elle est compliquée à comprendre, elle n'est pas très... c'est la seule qui ne soit pas vraiment très pédagogique, parce qu'on ne comprend pas très bien le lien qu'il y a avec le métal et puis le poumon. Autant on peut comprendre entre l'arbre et puis le foie, entre l'été, le feu et le cœur, etc. Entre la terre, les aliments, l'automne et puis la rate pancréas. Le poumon est associé également à la couleur blanche. Et quand on parle de métal chauffé à blanc, en fait. Mais il faut le relier, donc chauffé à blanc, il faut associer ça également parce que le poumon dans le corps en physiologie chinoise a une relation très très importante, bon, avec le cœur naturellement, mais encore plus importante avec les reins. Et les reins qui sont, eux, de l'eau, en bas du corps. Et le poumon, on l'associe au métal qui est forgé par le feu du cœur, si vous voulez. Et ça permet de tempérer les énergies des reins. Vous voyez, on rentre dans la complexité, là, pour vous dire que ce sont de réelles analogies derrière lesquelles se cache beaucoup de complexité. Hein, il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Il se cache effectivement la physiologie humaine, la manière dont nos organes, nos entrailles fonctionnent individuellement, et comment ils fonctionnent les uns par rapport aux autres, et comment ils peuvent contrarier, comment un organe peut contrarier la fonction d'un autre organe. Oui, bah, juste en fait, comme pour moi, ça c'est la base de la médecine chinoise, parce que selon nous, la médecine, pas médecine, selon la physique en fait, la physique antique chinoise, l'univers est construit par les 5 éléments. Justement, c'est les 5 éléments métal, bois, l'eau, feu et terre. Et ces 5 éléments, comme ça correspond aussi aux 5 organes, et comme pour taoïste, comme pour taoïste, le corps humain, c'est aussi un univers. Absolument, justement, pour la médecine chinoise aussi. Ouais, bah, du coup, c'est, comment dire, bah, ces univers sont réunis, c'est-à-dire l'univers extérieur ou l'intérieur, c'est la même chose. Liens, les relations qu'il y a. Ce qu'il faut retenir de tout ça, si vous voulez, de manière générale, le qi, on peut considérer que c'est l'exact synonyme de l'univers, hein, d'une manière générale, en physique, par exemple. Lorsqu'on parle du qi, on parle de l'univers, de tout ce qui se produit dans l'univers, tout ce qui compose l'univers, tout ce qui se produit, etc. Et lorsqu'on parle du qi corporel, c'est un peu la même chose, à part qu'il y a un autre élément qui intervient, ça s'appelle le shen, mais on parle de vous, de tout ce qui se passe dans votre corps. Hein, sans oublier que le qi, c'est un mouvement entre le yin et le yang, entre l'énergie et la matière, c'est un mouvement incessant de transformation. Quand je parle de choses incessantes, il faut bien comprendre que votre sang circule de manière incessante dans votre corps pendant toute votre vie, pendant toute votre existence. Bon, il en est pareil pour le qi. Et si ça s'arrête, ben vous mourrez. Voilà. Justement, quand il y a certains blocages de circulation de qi ou de sang, on peut avoir des maladies. Ah, c'est pas qu'on peut avoir, c'est qu'on... c'est sûrement qu'on va avoir. C'est qu'on a des maladies, oui. Et par exemple, je fais un exemple de tumeur. Tumeur. Oui, tumeur. Et dans la médecine occidentale, si quelqu'un qui a une tumeur, par exemple... Cancéreuse ou non N'importe. Oui. Est-ce qu'en général, pour la médecine occidentale, s'il il y a une tumeur, est-ce que pour eux, la première réaction, c'est faire une opération, retirer? Pour les cancers, oui, en tous les cas, oui. C'est principalement. Alors bon, je ne suis pas un expert en cancérologie, si vous voulez, mais principalement, on va extraire. C'est vrai que pour la médecine chinoise, c'est pas du tout ça. On va composer avec, on va essayer de rétablir. Dans un très vieux texte de médecine chinoise, je ne sais plus lequel, j'en ai tellement lu, donc, mais je pourrais retrouver, si vous voulez, en faisant des recherches dans les livres que j'ai écrits, si vous voulez. On dit, par exemple, pour ce qui concerne la tumeur du sein, qui est connue également en médecine occidentale, Hippocrate parle du cancer du sein, en médecine chinoise aussi, mais pour la médecine chinoise, on dit qu'il faut diminuer de moitié la tumeur. L'objectif, c'est de la diminuer de moitié, grâce à l'alimentation, et parfois, et pas toujours, parfois grâce à l'acupuncture, mais pas toujours, j'insiste là-dessus. D'accord. Et c'est-à-dire, pour la médecine chinoise, une tumeur, c'est l'apparence dans cette dimension. C'est une perturbation. C'est un résultat, on peut dire, c'est un résultat, un fait. Mais c'est forcément mais la cause,
déjà la première cause, c'est déjà le sang ne circule pas. Le sang et le qi ne circulent pas. Voilà. Quand il y a un blocage... C'est pas qu'il ne circule pas, parce qu'il circule toujours. Il ne circule pas bien. Mais il y a justement ce qu'on parle, c'est pour ça que ces notions de vide et plénitude sont intéressantes, s'il vous plaît. Lorsque vous avez un ralentissement, on pourrait dire un vide, et lorsque vous avez une accélération, on pourrait dire une plénitude. Alors par exemple, l'accélération de la plénitude de Yang, votre cœur va battre plus vite. Si votre cœur bat plus vite, le sang va circuler plus vite. Donc, en fait, en gros, quand il y a un déséquilibre, et du coup, la circulation ne devient pas la même vitesse. N'est pas harmonieuse, n'est pas conforme aux besoins qu'ont les organes et les entrailles pour remplir leurs fonctions. Ok, bah du coup, ça entraîne... Ça crée une maladie, ça peut créer des tumeurs, etc. En sachant que les tumeurs, c'est quand même, a priori, c'est quand même de nature yin. Donc on a un déséquilibre yin-yang qui a favorisé quelque part, parce que justement à tel endroit du corps ou d'organe, le yin ne circulait plus suffisamment, le yin s'est concentré, si vous voulez, a priori. Hein, c'est de manière générale, un aspect théorique, c'est ça. Hein, toute grosseur, toute masse, si vous voulez, c'est de nature yin. C'est vraiment la médecine à laquelle il faut s'intéresser maintenant, là, à l'époque où nous vivons, parce que c'est la seule qui a même de, comment dirais-je, d'assurer d'abord de nous permettre d'être en bonne santé et en forme, et surtout si on a atteint de pathologies, alors pas toutes naturellement, si vous avez besoin d'une opération, si vous avez besoin d'une transfusion sanguine, la médecine chinoise ne peut rien pour vous. Mais c'est vraiment celle qui vous permet de comprendre comment, en utilisant l'alimentation, en utilisant la gestion de nos émotions, en nous permettant de comprendre comment il faut s'extraire des situations conflictuelles qui vont être nocives, par exemple à la circulation du qi et du sang dans le corps, etc., qui nous permettent, c'est la seule, qui nous permet d'avoir, d'abord qu'il y a une compréhension globale du fonctionnement du corps, qui repose sur des théories fondamentales, sur lesquelles ne repose pas la médecine occidentale, qui nous permettent de récupérer notre santé, par exemple si vous avez du diabète du type 2, de l'asthme, etc., et puis de récupérer notre forme et de vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. Et selon vous, la médecine chinoise était beaucoup plus avancée que la médecine occidentale? Alors, c'est pas avancé par rapport à quoi? Et là, ce qui vraiment, pour moi, alors naturellement, tout le monde peut contester ce que je dis, il n'y a pas de problème, elle a une parfaite compréhension et définition de la manière dont l'être humain, comment dirais-je, fonctionner, c'est pas le bon verbe, mais il faudra en inventer un autre, fonctionne pour assurer son existence. Comment nos organes, nos entrailles, nos substances corporelles sont associées à notre sphère psychique, à nos émotions, comment tout ça peut être perturbé par notre environnement et comment faire pour que tout ça soit harmonieux et ne génère pas des pathologies. Et si les pathologies sont générées, comment les soigner, les traiter, comment traiter l'homme qui en souffre en tous les cas. Hein, la médecine chinoise ne soigne pas des maladies, elle soigne un être humain qui est malade, etc., avec ses propres caractéristiques, son propre passé. L'idée, c'est de détecter ce qui a généré un déséquilibre yin-yang et où est-ce que ce déséquilibre yin-yang s'est manifesté. Hein, dans le cœur, dans le foie, dans le poumon, etc. Si vous avez de l'asthme, etc. Voilà. Et comment on peut utiliser la diététique, c'est notre alimentation, notre gestion des émotions, la pharmacopée chinoise, parfois l'acupuncture, parfois le tuina, etc., pour, si on est en bonne santé, le qigong, pour rester en bonne santé, en bonne forme, qui est très important. Et si on est malade, plus ou moins gravement, se soigner, et puis ensuite rester en bonne forme. Et j'ai beaucoup entendu, en fait, souvent, les gens, en fait, ils essayent d'abord, toujours avec la médecine occidentale, quand ils sont malades. C'est d'abord chercher la médecine occidentale, et quand ça ne marche pas, ils n'ont plus de solution, ils disent tant pis, je vais essayer la médecine occidentale, le qigong et tout. Mais souvent ça marche, ça crée quand même, c'est miraculeux. Alors, miraculeux, je comprends ce que vous voulez dire, parce que moi-même, lorsque je traite des gens avec l'acupuncture, la pharmacopée chinoise, à chaque fois je me dis c'est incroyable, ça marche. Vous voyez, donc effectivement, il y a quelque chose, c'est difficile de voir que simplement en modifiant, c'est difficile à comprendre, etc., de voir simplement qu'en modifiant un peu son alimentation beaucoup, ou en faisant de l'acupression sur certains points d'acupuncture, ou en utilisant des aiguilles, etc., on va régler des problèmes qu'on traîne parfois depuis des années, et que la médecine occidentale ne nous a pas permis de traiter. Par exemple, l'asthme, j'en parle parce que hier soir, je dînais avec un ami qui a été traité pendant plus de 30 ans avec de l'asthme, avec des médicaments, il a toujours eu son asthme. Je lui ai permis de comprendre comment, avec l'alimentation, etc., il pouvait modifier. Il n'a plus d'asthme.
Et hier soir, on discutait, je lui dis, mais alors, quelle leçon tu retiens? Tu es allé voir ton médecin, pendant 20 ans, tu as acheté des médicaments, tu les as mangés, tu as eu toujours de l'asthme, et est-ce qu'il t'a déjà parlé de ton alimentation, du poids que tu avais en trop, qu'il faut perdre, etc. Non, jamais. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a que la médecine chinoise qui va permettre de vous renvoyer à ce que vous êtes vous-même. À savoir, les troubles de vos maladies, enfin les origines, les causes de vos maladies sont en vous, dans votre comportement. Quand je parle de comportement, ça peut être comportement alimentaire, comportement psychologique, etc., si vous voulez. Et comment il faut modifier un certain nombre de choses, il faut changer beaucoup de choses, même parfois, pour aller mieux, pour se soigner et pour guérir. Et ça, il n'y a que la médecine chinoise qui le permet. Vraiment. Parce qu'il n'y a pas de dissociation entre le corps et l'esprit, entre les aliments, entre ce qu'on mange, entre l'air qu'on respire, etc., entre nos organes, nos entrailles. Si vous voulez. Il n'y a pas d'un côté des psys qui s'occuperaient uniquement de la sphère psychique et complètement détachés du corps, du foie, alors que séparer, si vous voulez, les forces psychiques du foie, pour la médecine chinoise, c'est une hérésie absolue. Si vous voulez. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans votre esprit si vous ne comprenez pas comment votre foie fonctionne. Et vous ne pouvez pas comprendre également ce qui se passe dans votre esprit si vous ne comprenez pas comment votre cœur fonctionne. Alors, message 1, c'est une vraie médecine, c'est une médecine savante qui repose sur plus de 3000 ans d'études, de textes, d'écrits, etc. 2, elle est accessible grâce aux gens comme moi qui écrivent des textes, qui écrivent des livres, qui font de la formation. Et 3, elle vous permet vraiment d'abord de mieux comprendre ce que vous êtes vous-même, parce que je veux dire, il y a toujours un aspect mystérieux sur ce que nous sommes. Donc, en tous les cas, elle ne va peut-être pas vous permettre de comprendre totalement ce que vous êtes, mais de mieux vous comprendre, et puis de bien connaître comment votre corps fonctionne, comment vos organes entrailles, votre substance corporelle fonctionne, et comment ces fonctionnements, encore une fois, je n'aime pas ces termes fonctionnement, mais je n'ai pas trouvé de nouveaux mots, comment ils peuvent être à l'origine de déséquilibres yin-yang. Déjà, comprendre ce que c'est que le qi, le yin et le yang, et les énergies qui circulent dans votre corps. Vous avez parlé des méridiens tout à l'heure. Ça, déjà, c'est une grande avancée vers la compréhension de ce que vous êtes, après le qigong, etc. Et ça va vous permettre, avec des modifications dans votre vie quotidienne, qui peuvent être des modifications alimentaires, des modifications émotionnelles, c'est important, c'est-à-dire un conflit que vous n'arrivez pas à régler avec quelqu'un, vous allez comprendre comment il faut le régler, pourquoi il faut le régler, pourquoi c'est important. Les gens coléreux, par exemple, vous avez un grand médecin chinois du 7e siècle après Jésus-Christ qui explique que c'est simple, il faut choisir entre la colère et la santé. Vous voyez, donc il y a des choses comme ça, il y a des petites évidences donc, qui vous permettent vraiment de, non seulement, si vous êtes malade, de vous soigner, mais surtout de ne pas tomber malade et de ne pas rendre malade votre entourage. Voilà, donc on peut le faire. Nous, on a lancé une formation. Donc ils peuvent également s'inscrire à cette formation que j'espère que vous allez suivre. Donc vous allez en fait lancer une formation pour les gens qui veulent apprendre à approfondir leur connaissance. Voilà, tout ce qu'on a vu là en détail, si vous voulez, chaque aspect de ce qu'on a vu, on peut en faire un traité. Donc l'idée, c'est de bien comprendre ce qu'est la médecine chinoise, alors déjà pour soi, puis ensuite pour ceux qui veulent la pratiquer, comme thérapeute par exemple, etc. Donc il y a cette formation. Et puis ce qu'on peut faire, c'est pour ceux qui s'intéressent mais qui ne veulent pas aller jusqu'à la formation, c'est s'ils s'inscrivent sur notre site, c'est leur envoyer à la fin des vidéos. Par exemple, on pourrait leur envoyer deux recettes de décoction puisqu'on approche de l'hiver, en expliquant en quoi elles leur permettraient de ne pas attraper le rhume et la grippe, et de quoi elles sont composées, de présenter les aliments. Ok, bah justement, je vais mettre le lien de ce site, enfin le site YouTube, voilà. Et aussi le formulaire à remplir pour obtenir. Voilà, donc le formulaire il est très simple, il y a simplement votre nom, votre prénom, votre adresse email, et puis je consens le règlement, enfin les obligations légales, etc. Et dès que vous avez rempli ce formulaire, vous recevrez, par exemple, pour cette première vidéo, 2 décoctions à faire pour passer un hiver tranquille, avec une explication. Okay. Donc on pourrait faire ça, et puis on pourrait faire ça à chaque vidéo. Présenter un aliment, donc vous le recevriez par fichier PDF, vous pourriez le lire, en faire une collection. Ok. Merci beaucoup Patrick. Merci à vous Yann. Et à très bientôt avec des prochains épisodes bien sûr. À longue vie. Exactement. Ok. Un spectacle qui compte vraiment. Pour chacun d'entre nous. On l'attendait depuis si longtemps.
qu'il faut le voir au moins une fois dans sa vie. Réservez vos billets dès maintenant sur shenyun.com.